Bonjour et bienvenue à tous sur OH24 TV. Aujourd'hui, nous accueillons un invité très spécial, un homme dont les recherches et les inventions font sensation depuis des décennies, l'ingénieur Wilhelm Morn. Ravi de vous recevoir. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Oui, vous allez répondre aujourd'hui à de nombreuses questions passionnantes. Vous avez dirigé pendant 35 ans l'entreprise internationale Aquapol et avez fondé en 2006 l'association autrichienne pour l'énergie spatiale, Love Air. Et c'est précisément de cela dont nous allons parler. Pourriez-vous nous expliquer brièvement ce que l'on entend par énergie spatiale? Exactement. Alors, l'énergie spatiale, j'aime citer Nikola Tesla, qui en est en fait le père. Oui. Et il le résume bien dans une citation de 1933. La nouvelle énergie capable d'alimenter toutes les machines du monde est identique à celle qui régit le cosmos et est disponible en quantité illimitée. C'était dans le New York Times du 1er novembre 1933. C'est donc une forme d'énergie omniprésente, disponible à tout moment, que l'on peut exploiter, utiliser concrètement et transformer. Alors, en 2006, vous avez fondé l'Association autrichienne pour l'énergie spatiale. Quel est l'objectif principal de l'EVR? Eh bien, le but est de diffuser l'énergie spatiale, de faire connaître les connaissances sur ce sujet et de promouvoir les technologies pacifiques liées à cette énergie. Bien sûr, nos membres nous aident énormément et nous soutiennent dans cette campagne de sensibilisation, pour ainsi dire. Revenons un instant sur l'année 1983. C'était il y a bien longtemps. À l'époque, en tant que chercheur, vous avez fait une prédiction presque incroyable qui a fait grand bruit. De quoi s'agissait-il exactement? L'idée était que je supposais que le noyau terrestre n'était pas composé de fer et de nickel, mais d'hydrogène, et que cet hydrogène émet son propre rayonnement. Et j'étais sensible aux radiations à l'époque, et je pouvais aussi percevoir ce rayonnement avec une antenne. Ouais. Et j'ai ensuite développé un appareil à partir de cela. Cela signifie donc que votre affirmation de l'époque, selon laquelle il devait y avoir de l'hydrogène dans le noyau terrestre, a été confirmée au début de cette année par l'ETH Zurich. Que signifie cette confirmation pour vous personnellement et aussi pour la science? Et quelles sont les réactions à ce sujet? Oui, pour la science, c'est énorme, car c'était un dogme depuis 130 ans que le noyau terrestre n'était composé que de fer et de nickel. Et l'équipe de Motohiko Murakami de l'ETH Zurich et de l'Université de Pékin a découvert que la quantité d'hydrogène dans le noyau est équivalente au volume d'eau de 9 à 45 océans réunis. Si l'on faisait la conversion, oui, Difficile à imaginer. on peut pas se l'imaginer. C'est vrai. Alors on se demande naturellement comment une telle découverte a-t-elle pu être prouvée? Ça a quand même pris quelques années. Ça a pris de nombreuses années. Ils ont fait beaucoup d'essais, mais ils ont, dans les conditions expérimentales, rendu ça aussi réel que possible pour imiter les conditions du noyau terrestre, à savoir des températures et des pressions élevées. Ils ont utilisé des échantillons de fer-nickel avec de l'hydrogène et du silicium et ont chauffé ça au laser. Et voilà, il s'est passé exactement ce qu'ils avaient prévu, à savoir que ces substances se combinent réellement. Oui, donc le fer-nickel peut effectivement se combiner avec l'hydrogène et le silicium. Et puis vient l'extrapolation de la quantité d'eau que cela donnerait au final. Alors maintenant, on se demande quel impact cet hydrogène dans le noyau terrestre pourrait-il avoir? Et quels avantages éventuels ou quelle utilité pratique cela a-t-il pour l'humanité? Oui, alors bien sûr, l'avantage est qu'il y a manifestement dans la croûte terrestre, depuis très très longtemps, de l'hydrogène pur. C'est ce qu'on appelle aussi l'hydrogène blanc. Oui. Et là, on a fait des découvertes. Par exemple, en Lorraine, en Afrique, au Mali, il y a depuis longtemps un gisement d'hydrogène où un générateur électrique est alimenté, fournissant de l'électricité à tout un village. Et il y a une mine en Albanie qui, depuis des années, l'hydrogène s'échappe gratuitement et peut être utilisé. Maintenant, on a découvert qu'au Canada, il y a un gisement géant d'hydrogène dans la croûte terrestre, oui, qui pourrait probablement alimenter plusieurs centres de données en électricité. Donc, plus qu'assez. Et l'origine, bien sûr, le courant dominant dit que cet hydrogène dans le noyau terrestre provient de processus chimiques. Je dis non, ce n'est pas tout. Ça doit venir du noyau par des fuites d'hydrogène. Il y a manifestement des fuites. On le voit très bien sur l'image. Il y a des fuites et elles alimentent en plus ce gisement d'hydrogène.
et il l'alimente tout simplement indéfiniment. Et on estime, c'est très important pour conclure, on estime à environ 500 billions de tonnes d'hydrogène. On pourrait couvrir les besoins énergétiques mondiaux actuels pendant environ des milliers d'années avec ça. Autant d'hydrogène serait présent dans la croûte terrestre jusqu'à présent. Oui, incroyable. Y a-t-il peut-être, dans ce contexte, d'autres phénomènes ou découvertes qui sont particulièrement passionnants? Parce que, il pourrait se passer encore plus de choses. Eh bien là, il y a un phénomène là. Les multinationales pétrolières grinceraient un peu des dents. On a pourtant constaté, les Russes à 12 000 mètres de profondeur, qu'il existe quelque chose comme du pétrole abiotique, donc du pétrole qui n'est pas de nature organique, d'où le terme abiotique. Et il y a dans la zone de transition, donc entre la croûte et le noyau, sur 200 km de long ou d'épaisseur, il y a de l'eau sous forme liée. Ah ah. Oui, donc cela signifie que là aussi, de l'eau remonte constamment à la surface, manifestement par certains processus, Ouais, pour n'en citer que quelques-uns. très bien. Nous reviendrons ensuite sur la déclaration de, 1983 et sur vos précisions de 1991 pour lesquelles vous avez reçu plus tard la médaille Kaplan et un prix d'honneur du ministère de la Science. Hem, Quelle découverte avez-vous donc faite à l'époque? Alors, fondamentalement, je partais du principe qu'il s'agissait d'un champ terrestre naturel, ce rayonnement d'hydrogène, tout comme le champ magnétique terrestre, qu'il était présent partout. Seulement, à l'époque, je ne savais pas encore précisément, même en 83, que c'était présent partout. Ensuite, l'utilisation technique mondiale a été l'un de mes objectifs principaux. C'est-à-dire que cela doit être utilisé dans le monde entier. Et c'est ce que nous avons effectivement fait. À partir de 1992, j'ai ensuite développé 3 antennes brevetées qui étaient effectivement capables de recevoir plus ou moins ce champ d'hydrogène et de l'exploiter. En 1991, je ne savais pas encore exactement de quel type de rayonnement il s'agissait. Ce n'est en effet pas un rayonnement électromagnétique. D'accord? C'est-à-dire que j'ai fait de la recherche structurelle et j'ai découvert ce qu'est réellement cette forme d'énergie. Ce n'est en effet pas un rayonnement électromagnétique. Et la conclusion finale a été simplement qu'une énergie spatiale liée est nécessaire, qui sert de fonction de support à ces ondes. Car sinon, je ne pourrais jamais traverser cette immense couche sur des milliers de kilomètres, du noyau terrestre jusqu'à la surface. Ça doit être une forme d'énergie qui est très très pénétrante pour la matière. Oui. Donc, sans énergie spatiale, cette forme d'énergie nouvellement découverte ne serait jamais possible. Oui, il est toujours extrêmement important pour vous que tout cela soit mis en pratique. Quelle technologie utilise aujourd'hui simultanément ce qu'on appelle le rayonnement d'hydrogène de la Terre et l'énergie spatiale? Oui, alors c'est la technologie dite Aquapol que j'ai développée à partir de 1983. La première et la plus éprouvée, c'est l'assèchement des murs, sans chimie, sans découpe, sans perçage et sans raccordement électrique. C'est important, n'est-ce pas? Où nous avons déjà 60 000 applications dans plus de 40 pays à travers le monde. La deuxième est l'humidification des sols. Il faut s'imaginer que l'effet est inverse. Ici, l'humidité n'est pas dirigée vers le bas, mais attirée vers le haut. Oui, ça. Oui, et nous l'avons utilisé par exemple en Israël, près du désert, lors d'un projet pilote, et dans un mémoire de fin d'études en Bucovine, il a également été confirmé que cela fonctionne à merveille. Et la troisième invention est en principe l'atténuation des champs de perturbation géologiques. C'est-à-dire que si des personnes ont des problèmes à certains endroits où elles dorment, dont on sait qu'ils sont géopathogènes, donc pathogènes à cause de la Terre, on peut alors aider à réduire cela. Entre-temps, vous parlez aussi d'une deuxième percée technologique, l'utilisation de l'énergie de l'espace pour produire de l'électricité. Qu'est-ce qui s'est passé concrètement ici depuis votre dernière visite? Ouais, c'était vraiment passionnant. La plupart des téléspectateurs se souviennent peut-être que la dernière fois, j'ai montré 2 voitures électriques qui utilisaient l'énergie de l'espace. Elles viennent du Zimbabwe, de Maxwell Chikombuza, avec une voiture chinoise. Enfin, une voiture chinoise où il l'a transformée, oui. Et la deuxième est de l'inventeur italien Andrea Rossi, oui, qui a fini par prouver avec sa technologie lors d'une course le 27 septembre 2024 à Latina, en Italie, que ça fonctionne vraiment. Vous le voyez dans le film là, la voiture équipée du générateur d'énergie de l'espace dépasse pour ainsi dire la voiture déjà à l'arrêt. C'est assez amusant à voir. Celle qui est en train d'être remorquée se fait dépasser
et l'autre roule encore 4 ou 5 heures, alors que la première était à plat après 1 heure. Ah, il ne roulait plus, assez simplement arrêté. Et après 5 heures, la batterie de la voiture fonctionnant à l'énergie de l'espace s'est même rechargée, passant de 60 ou 62% à 80%. Et avec ça, il a maintenant prouvé aux observateurs critiques, aux observateurs critiques, Ah ah. qu'il y a de l'énergie de l'espace en jeu, ou une forme d'énergie en jeu qui peut être utilisée concrètement. Bien sûr, on le voit très bien avec les voitures électriques. Et quel développement ou réaction ces nouveaux progrès ont-ils suscité? Il faut mettre ça en œuvre immédiatement. Oui, ça ne demande qu'à être mis en œuvre. Et les licenciés de Rossi lui ont promis en 2025 qu'ils livreraient bientôt. Et ils ont effectivement livré 900 000 unités de 100 watts à de gros clients en 2026. C'est-à-dire à l'industrie, aux producteurs d'électricité, etc. Et vous voyez ici à l'image, c'est donc une unité de 100 watts. Elle n'a pas l'air plus grande que ça. Elle pourrait aussi être cylindrique et elle fournit 100 watts. Oui, alors il faut calculer 9 conteneurs comme ça. Un conteneur contiendrait 100 000 pièces, ça fournit 1 mégawatt. C'est une quantité énorme d'énergie. Et avec 9 conteneurs comme ça, on pourrait alimenter environ 300 000 foyers consommant 2500 kWh par an. Il faut s'imaginer ça. On pourrait alimenter autant de foyers avec cette énergie sans avoir besoin de l'éolien, qui est par exemple tout sauf écologique. Exactement. Et maintenant, jetons aussi un coup d'œil vers l'avenir. Que va-t-il encore se passer dans ce domaine au cours des prochaines années? Parce que les choses ont tellement évolué ces dernières années. Est-ce que ça va continuer à ce rythme effréné et serons-nous surpris dans quelques années ou... Oui, comme vous le dites. Il y aura bien sûr encore beaucoup de technologies d'énergie spatiale écologique et durable. Elles existent déjà aujourd'hui, mais pas principalement en Europe ou aux États-Unis, mais surtout en Asie et en Afrique. Et il semble qu'un jour, des voitures fonctionnant à l'énergie spatiale, notamment une voiture chinoise avec l'Afrique, là il y a un lien, verront le jour. Et pour ceux qui veulent rester informés, je recommande simplement de s'abonner à la newsletter de l'OFVR, où des nouvelles paraissent toutes les 4 à 8 semaines et où l'on peut se renseigner sur ce qui va arriver. Oui, merci beaucoup, Monsieur Mohorn, pour cet entretien intéressant et pour cet aperçu passionnant de vos recherches. Cela reste très captivant et nous attendrons avec impatience votre prochaine visite. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci aussi pour l'invitation. Et je vous souhaite de passer un bon moment devant le programme de OE24 TV.